jingle, comme dirait Marc Lionel, et on commence en musique. Et voilà. Bon, c'est la dernière séance de la journée, et oui. Après, il y a un gâteau d'anniversaire qui arrive, du champagne, enfin plein de trucs, non, peut-être du crément, et puis vous allez voir qu'il y a un lien avec le crément sur le plateau, puisque Laurent, vous représentez le Gélagoutte. Alors c'est un nom qui nous dit quelque chose. Les Parisiens, vous savez, le Gélagoutte, vous connaissez? Ça vous évoque quoi? Rien? Bah le cassis, voyons. Ah bah oui, bah voilà. C'est encore des Parisiens qui boivent du kir avec du mauvais vin et pas de la ligotée. Voilà, hein, vous êtes d'accord, c'est pas normal. Bon, on va parler quand même comment organiser sa prospection commerciale. Et pour ça, donc on a Thierry et Laurent. Alors Thierry, dites-moi qui vous représentez. Alors Azimut Partner, Prospective. Oh là là. En deux mots. Même en plus, si ça doit marcher, allez-y, elles vont régler là-bas. Donc je suis le gérant de la SARL Azimut Partner, donc on est à 10 minutes de Châlons et on fait partie effectivement d'un réseau qui est national, voire européen, qui s'appelle Prospective. Donc notre métier, il est de mettre en place une stratégie commerciale dans les entreprises et les actions qui vont en découler, donc suite à un plan d'action, tout simplement pour fidéliser les clients des entreprises, donc TPE, PME, et en trouver de nouveaux, puisque malheureusement on se rend compte au cours de nos interventions que on prospecte quand on n'a plus de chiffre d'affaires, une perte de clients, et c'est souvent trop tard suite à l'inertie du cycle de vente. Donc on essaie de lisser un peu l'activité et d'apporter des solutions. Donc Prospective, en fait, c'est un réseau national de gens qui ont des petites entités mais qui sont présentes partout. Hein, voilà, dans tous les départements de France, on est présent. Oui, moi je témoigne, hier j'étais à Saint-Claude, il y avait un représentant de Prospective qui y était. C'est obligatoire. Bah, c'est obligatoire, je sais pas, mais je reconnais que vous êtes très très présent, et voilà. Alors, moi j'ai dit deux mots, mais Laurent, donc j'ai dit le Gélagoutte, mais alors resituez-nous le Gélagoutte pour les Parisiens et les Parisiennes qui sont là, mais et sinon, qu'est-ce que vous faites chez le Gélagoutte? Oui, bonjour à tous. Oui, le Gélagoutte, forcément, c'est très connu puisque nous sommes le créateur de la crème de cassis depuis 1841, donc basé à Dijon. Pour les Parisiens, vous pourrez voir d'ailleurs un excellent produit qu'on va vous proposer après la conférence, qui est le Kir Royal, et qui est un produit qu'on est en train de développer justement sur le marché de la nuit à Paris, suite justement à des prospections. Donc on aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Et vous faites Alors moi-même, je suis directeur commercial on-trade. C'est-à-dire je m'occupe de toute la partie, tout ce qui ne concerne pas la grande distribution, c'est-à-dire les bars, les caches, les discothèques, enfin voilà, tout ce qui va, tout ce qui est autre grande distribution. Voilà. Très bien. Mais on va repasser peut-être le micro, puis surtout vous réagissez quand vous voulez. Alors la question est vaste, hein, la question est vaste sur là-dessus, mais où on en est aujourd'hui, parce que bon, prospecter, vendre, on a bien compris. Alors qu'est-ce qui se passe? On est juste là pour faire le point pendant une demi-heure. Alors les tendances profondes en matière de prospection, où on en est? Alors ce qui se passe, c'est qu'elles ont évolué, en somme, au cours des dernières années, puisqu'on est passé du taylorisme à la distribution. Le produit était roi. Aujourd'hui, on est obligé de vendre, en somme, un produit qui était demandé auparavant. Donc on a réellement des questions à se poser sur la manière de pouvoir se commercialiser. Donc c'est un peu j'ai envie de dire la problématique d'entreprises qui sont plus à aspect technique que commercial, sauf pour des entreprises qui ont un cursus en fait repris par quelqu'un d'école de commerce ou au profil commercial. Donc voilà la réelle difficulté aujourd'hui. Très bien. Alors ça, on a bien compris que maintenant il fallait vendre, alors qu'avant on était peut-être plus dans une démarche de demande. Les gens venaient pour acheter quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut faire une différence entre B2B, B2C? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est différent? Comment ça marche? Moi, je suis vraiment béotien. Hein. Alors le B2B. Et puis surtout, vous m'aidez s'il y a des questions, vous n'hésitez pas dans la salle. Alors le B2B, heureusement, a un bel avenir. Contrairement à ce que pourrait penser un grand nombre de sous-traitants, ou même d'entreprises en général, puisqu'on se rend compte en fait que les entreprises sont très peu connues, se connaissent très peu entre elles, pour naviguer en somme sur le secteur Creusot jusqu'à Châlons, puisque c'est un peu notre zone d'exercice. On se rend compte que des personnes montpelliéraines ne connaissent pas forcément
des acteurs qui pourraient leur être partenaires sur Chalon, ce qui est vraiment dommage. Donc un gros travail à faire à ce niveau-là. D'accord. Et puis, par exemple, peut-être côté Le Gélagoutte pour avoir... vous avez décidé, vous nous dites, on attaque le monde de la nuit, des autres canaux. C'est récent ou c'est... Alors, absolument. Nous, en fait, on est parti d'un constat très simple, c'est que la crème de cassis, si vous voulez, c'est un petit peu comme la gauloise brune, la gitane brune, quoi. C'est-à-dire que ça meurt avec ses consommateurs. Bah oui. Ah bon? Donc il était très important pour nous, si vous voulez, d'immédiatement de choper, si vous voulez, les leviers qui nous permettaient de gagner en croissance. Or, il s'avère aujourd'hui que pour recruter les consommateurs et pour donner une image de marque hyper punchy à un produit qui est franchement un peu vieillissant comme la crème de cassis, eh ben on a été sur les marchés de la nuit. Donc on a prospecté. Et pour le coup, ça est plutôt en train de bien prendre. Et vous prospectez de quelle manière? C'est quoi? C'est du porte-à-porte? C'est quoi? Alors nous, on a plusieurs démarches dans la prospection. Bien. Il est clair que les marchés de la nuit sont des marchés de réseau, donc je pense que là, pour le coup, vous êtes un peu moins concernés, mais il faut, je dirais, pénétrer tous ces marchés, avoir les connaissances. Et oui, après, effectivement, on a des commerciaux qui tournent la nuit, donc ils démarrent leur journée, si je puis dire, vers 22h, 23h, et ils terminent à 5h du matin. Et c'est des commerciaux à vous? C'est une force de vente extérieure? Non, moi j'ai pris l'option de prendre un intégré parce que les extérieurs, disons que les forces de vente supplétives, c'est pas forcément la panacée pour ce genre de produit, parce que ça demande beaucoup de fidélité, ça demande d'avoir une bonne connaissance du business, d'avoir une bonne connaissance du marché, et pour le coup, il nous fallait un intégré. Donc effectivement, après c'est la prospection. On utilise, il y avait une conférence tout à l'heure qui en a un petit peu parlé, on utilise évidemment les moyens, les réseaux sociaux comme Facebook, comme Internet, etc., qui sont de véritables viviers d'informations. Vous, dans votre secteur, par exemple, c'est des systèmes qui marchent, qui sont importants. Ça court. Ça marche pas, ça court. C'est-à-dire que très clairement, Internet aujourd'hui, c'est 90% des informations. C'est là où toute la tendance se fait. Et une fois qu'on a chopé un petit peu ces tendances, eh bien pour le coup, après, on fait notre job de commercial, c'est-à-dire clairement, on va ouvrir les portes et puis on sort les bons de commande parce que c'est encore ça qui marche. Mais en amont, on a vraiment bien, si vous voulez, bien ciblé le vecteur de croissance, et en l'occurrence, c'était la nuit. D'accord. Thierry, est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Parce que là, on est dans un secteur particulier. La nuit, c'est vrai que c'est très particulier. D'autres secteurs, ces nouvelles technologies, parce que là on est dans les RSI, donc on est très Internet et autres, c'est des choses qui aujourd'hui dans la prospection entrent en ligne de compte ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas telle ou telle solution, telle ou telle techno. Ah non, bien sûr. En fait, c'est le client, c'est de choisir en fait le moyen qu'il choisira pour vous trouver, et après à nous de l'adapter. C'est vrai qu'on a souvent un amalgame de se dire ma solution c'est de faire du mailing, ma solution c'est de faire de la vente directe, et on commence déjà à raisonner solution alors qu'au départ il faudrait déjà se poser la question de quel est le vecteur et comment vais-je pouvoir faire pour toucher mon prospect. Alors on parle beaucoup de multicanal aussi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui ou où il y a encore plein de gens qui sont monocanal, je fais de la vente directe où j'ai ma force de vente, ou alors je passe par des revendeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans la prospection, ce genre de choses? Ça rejoint complètement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances. Oui. Et c'est là-dessus où on essaie justement de se battre et de dire écoutez, quel est le besoin de votre client, quel message devez-vous employer, comment se comporte-t-il. On attache une importance vraiment particulière au comportement d'achat. On n'est plus là pour vendre un produit, mais on est en face d'un homme. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Ça me paraît pas mal, mais en fait, est-ce que les gens, les clients évoluent? Est-ce que justement les forces de vente évoluent? Parce que là on parle prospection, mais on a quand même des forces de vente, qu'elles soient intégrées ou extérieures. Est-ce qu'il y a des gros changements? Parce que là on parle tendance dans la prospection, mais est-ce qu'un commercial à l'ancienne, il n'est pas un peu déstabilisé par l'approche multicanal? Est-ce que les petits jeunes qui arrivent, sortis tout droit des chambres de commerce, est-ce qu'ils sont aussi efficaces qu'on veut bien nous le dire, ou qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il n'y a pas de solution miracle, je le sais bien, mais ça dépend de l'activité. C'est des gros traits, ouais. C'est difficile, évidemment, qu'il y a énormément de canaux différents. Après, là, comme ça, c'est vraiment très difficile de répondre à la question.
déjà de par la formation des commerciaux, j'ai envie de dire, où on était formé à l'époque sur les produits, sur les marchés. Aujourd'hui, on est formé sur l'aspect vente, sur l'aspect comportement. Donc déjà, ça c'est un changement qui n'est pas toujours facile à faire passer à des commerciaux qui ont déjà énormément d'ancienneté, qui sont habitués à... Oui, ils ont toujours vendu comme ça, ils connaissent bien leur portefeuille, voilà. Et ça, y a des réels changements là-dedans ou pas? Alors, comment vous voyez ça? Moi, pour le coup, je crois plus du tout au bon vieux représentant à l'ancienne qui tourne dans sa voiture. Je pense que tout ça, c'est has-been. D'accord. Hormis la nuit. Il y en a peut-être dans la salle, faites gaffe quand même. Non, pas du tout. Au contraire, au contraire, justement, c'est important aussi pour le commercial de se remettre en question. Je sais que nous, sur la crème de cassis, clairement, on a fait le pari de supprimer toute notre force de vente en termes de VRP, et le pari a été gagnant. Alors comment on a suppléé tout ça? Eh bien, on est parti sur la télévente. C'est vrai que ce sont des choses qui ne se font pas sur le milieu des alcools, donc ça nous a permis, on a gagné quand même 300%. On a fait évoluer notre fichier Cavis de 300%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, pareil, avec de la télévente. Avec de la télévente, et c'est des choses sur les alcools qui sont, je dirais, assez embryonnaires. Moi, je crois surtout qu'il faut s'inspirer, et je sais que j'aime bien venir sur ce genre de salon. J'aime bien m'inspirer de ce que font les autres. J'aime bien regarder ce que font notamment les gens de l'informatique, les gens de la communication, etc. Parce qu'ils nous apportent des idées. C'est vrai que nous, on est encore un petit peu plan-plan dans le monde des alcools. Et pour le coup, ils nous apportent des idées. Et j'aime bien essayer d'adapter ce genre d'idées. C'est pour ça que Internet est important. La télévente, pour nous, était un vrai levier. Et clairement, je pense que le représentant qui va brûler beaucoup d'essence avec beaucoup de frais, aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Voilà. En tout cas, pour nous, ça a été un pari gagnant, pourvu que ça dure. Oui, après ça dépend bien sûr des secteurs, des types de produits, j'imagine. On a des forces de vente vieillissantes. Est-ce qu'on a des entreprises qui ont des forces de vente vieillissantes qui viennent vous voir en disant justement il faut qu'on prospecte, on a vraiment un souci avec nos méthodes qui sont plus trop adaptées à ce qui se passe? Est-ce que c'est des cas que l'on voit ça ou c'est théorique? Les entreprises se rendent compte, malheureusement un peu tard, parce qu'on est souvent un peu comme les pompiers pour éteindre le feu. Et bon, c'est un peu notre regret, mais il y a une réelle prise de conscience, pas évidente quand même. On est quand même ancré dans une manière de faire. Et comme vous l'avez justement dit, c'est le VRP en fait qui enfonce les portes. C'est un outil, c'est une action commerciale, mais c'est pas la solution. Oui, c'est une étape. Oui. Je pense, évidemment, c'est une étape, mais tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui me semble important, c'est il faut parler le langage de nos clients, quoi. Oui, mais ça, on le dit tout le temps. Ouais, mais attendez, on le dit, mais combien de fois on s'aperçoit que les gens parlent chinois quand l'interlocuteur parle anglais, quoi. Je veux dire, c'est un peu curieux. Oui, non, je crois qu'il faut aller sur les canaux, là où nos clients sont, là où clairement la tendance va se faire, le business va se faire. Chaque client est un cas particulier. Il faut vraiment aller le chercher sur le canal où lui il a l'habitude d'aller, quoi. Clairement, on va pas aller discuter avec les gens de la nuit comme on peut aller discuter avec le petit cavis du coin. Oui, vous n'allez pas l'appeler pour prendre rendez-vous pour prendre un petit déj, quoi. C'est clair. Voilà, on fera pas de télévente sur la nuit, c'est clair. Ouais. Alors, ces fameux canaux, parce que là, on a une question dans notre comment on arbitre entre les canaux, entre les différents canaux aujourd'hui. C'est des problématiques que vos clients se posent ou pas? Tout à fait. Alors la solution, pour le coup, est très simple. En fait, il suffit d'échantillonner notre cible. Donc on va dispatcher un petit peu différentes pistes de marché, du ressenti par rapport à du bouche à oreille, des choses qu'on aurait pu voir. Échantillonner, tester, donc tester des actions commerciales sur cette cible, les mesurer, d'où l'importance d'outils adéquats. Et ensuite, on affine notre démarche. C'est quoi les outils adéquats, justement? On a tous les gestion de la relation client, un outil de gestion de la relation client, c'est ça? Entre autres, c'est un outil de base déjà d'avoir une base qualifiée avec tout un tas d'informations. Alors une petite aparté, c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure, mais souvent pour les entreprises, une gestion de relations clients, c'est une CRM, et basiquement c'est un outil qui permet de faire des devis et des factures. Alors que l'idée, elle va un petit peu plus loin que ça, c'est d'avoir un réel suivi de nos fiches et de savoir qui nous a demandé de le rappeler dans 6 mois, qui a répondu favorablement à un mailing ou à un emailing, d'avoir un réel pédigré, une réelle genèse de notre portefeuille, pour que quand on rappellera notre prospect dans 6 mois,
on puisse adapter notre discours. Oui, puis avoir une réelle connaissance. Et aujourd'hui, je crois que les clients veulent de plus en plus avoir cette reconnaissance et pas être anonyme et être traité comme tout le monde. Non, je pense que s'il y a bien une tendance de ces 10 dernières années, elle est là, non? C'est une marque de respect déjà. Oui, oui, ne serait-ce que ça. Voilà. On appelle le prospect. Tout à l'heure, j'avais entendu la notion de dire on en a marre d'être spammé, d'être relancé. Il est clair que je suis absolument pas pour un commercial agressif, mais plus pour l'apport d'une offre et d'un service de détection de projets sur une cible et d'apporter donc le service qui correspond. Si vous voulez rajouter des choses, hein, n'hésitez pas, parce que Oui, non, juste un point qui me semble important en prospection, qu'il ne faut surtout pas négliger, effectivement, ce sont tous les indicateurs. Pareil, moi je sais que je vois trop souvent des gens qui sont plein de pavés de bonnes intentions et qui partent en prospection bille en tête et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, qui en oublient de rappeler le client. Voilà, il y a une bonne accroche, le client vous dit écoutez, rappelez-moi dans une quinzaine de jours et puis on rappelle pas. Donc tout ça, il faut toujours mettre des bons tableaux de bord, des bons indicateurs, ça me semble être primordial dans la prospection, c'est très important. Et j'imagine qu'on vous appelle aussi pour ça. Dans vos actions, il y a la mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs, non? Parce que vous devez arriver dans des entreprises où l'indicateur, en gros, c'est le chiffre d'affaires à la fin du mois, et il n'y a pas grand-chose d'autre, non? Tout dépend, en fait, l'indicateur. L'indicateur, il y a clairement la marge et le chiffre d'affaires, mais il dépend énormément des objectifs de l'entreprise. En somme, on va placer des indicateurs en fonction. Est-ce que l'entreprise souhaite de nouveaux clients? Est-ce qu'elle souhaite une notoriété accrue sur telle région? Et en fonction des objectifs de l'entreprise, on met en place des indicateurs. Pas la peine d'avoir pléthore d'indicateurs, juste les bons en fait, qui nous permettent tout simplement d'avancer. Souvent, on se retrouve dans des entreprises où on a de magnifiques tableaux Excel, mais qui sont certes très joli, mais bon, on n'a pas de... Très compliqué à mettre en place et à maintenir, mais qui servent pas à grand chose. Voilà, on n'a pas grand chose à faire. Est-ce qu'il y a des indicateurs simples qu'on pourrait donner comme ça, bon, outre le chiffre d'affaires, combien j'ai de commandes dans le portefeuille ou des choses comme ça un peu global, ou pour un secteur donné On peut imaginer ne serait-ce que les appels entrants dans une entreprise qui peuvent mesurer un peu sa notoriété. Vous avez, je sais pas, Oui, après je sais pas si mes indicateurs seront vraiment adaptés à votre business, mais oui, voilà, effectivement, il y a les appels entrants, c'est important, les appels. Alors après, quand on fait des actes de télévente, clairement, les appels sortants, voilà, le calcul taux de commande, voilà, exactement. Le panier moyen, etc. Oui. Je suis vraiment complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'indicateur, il doit être hyper simple. Oui. Voilà, c'est 3-4 chiffres maximum. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance justement à faire des indicateurs quand on réfléchit aux indicateurs, on met des usines à gaz et en fait ça sert à rien, on devrait partir sur 4-5 indicateurs simples. C'est ça? C'est clair, quoi. Je veux dire, l'indicateur, il doit être très simple. Il doit vous donner exactement à l'instant T où est-ce qu'on en est. Point barre. Après, je sais qu'on a des spécialistes. Je crois visiblement c'est un mal très français. On a des spécialistes pour monter des belles usines à gaz qui font de magnifiques tableaux Excel. Et quand le gars est malade ou est parti en déplacement, là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne qui peut suivre ce qui se passe. Non, il faut que ce soit simple. Ces indicateurs, ils sont publics dans le service commercial ou pas? Ils sont pour que les gens c'est pas la peine d'inonder tout le monde d'une multitude d'informations. Je veux dire, s'il y a des indicateurs commerciaux, c'est pas la peine d'aller inonder la prod ou que sais-je. Non, la prod, non, mais dans le service, ne serait-ce que dans le service commercial, Oui, de toute façon, nous, on fait en sorte. Moi, je suis vraiment pour la transparence complète de l'information. C'est important. Les gens, plus ils sont informés, mieux ils avancent. Et plus ils avancent, donc oui, après je dirais que l'indicateur ça reste un chiffre et derrière un chiffre il y a toujours des explications, que ce soit positif ou négatif, et ça pour le coup après c'est les personnes concernées qui vous transmettent l'information, mais oui bien sûr il faut que ce soit transparent, c'est important que tout le monde soit au même niveau d'information dans une entreprise, enfin, en tout cas chez le GES c'est comme ça. Alors on va revenir, on a un tout petit peu abordé le côté faut-il externaliser ou pas, alors que ça soit la force de vente ou la force de prospection. Alors qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui c'est bien de vouloir externaliser la prospection par exemple? Je pense que la plupart des entreprises externalisent leur comptabilité, voire d'autres services. Donc la prospection et l'organisation commerciale peut être aussi une solution. Des entreprises ont la chance d'avoir un directeur commercial et une équipe en place, ce qui n'est pas forcément la chance de toutes. Donc effectivement on a cette possibilité.
Ça permet d'avoir un œil extérieur, de se recentrer sur un produit. Et même parfois, si on intervient aussi dans des entreprises où on a parfois un directeur commercial ou une équipe de vente en place, mais déjà pour repositionner parfois les indicateurs, pour se repositionner aussi par rapport à son propre argumentaire, de sortir un peu tout simplement la tête du guidon, ça peut faire du bien. Un exemple, après je termine sur, non, mais donnez des exemples sur ce point, ouais. voilà, c'est de trouver un qui vous dit moi j'ai une capacité de production de temps et c'est ce que je mets en avant pour mon client. Mais la première chose que je vais tout le temps lui demander, votre client il s'en moque un peu de savoir que vous avez la possibilité de lever 30 tonnes, que vous savez tirer 30 000 copies à l'heure, qu'est-ce que ça lui apporte? Et en fait c'est de retourner par rapport à ça parce que bon voilà. Oui, on revient sur les basiques, de Voilà, parler le langage du client et de ses problématiques et de ses attentes, quoi. Ah, complètement, il faut parler le langage du client. Non, pour rebondir sur les forces de vente supplétives, écoutez, nous, en tout cas sur l'agroalimentaire, je dirais qu'il y a du pour, il y a du contre. Ce qui est important, c'est déjà de bien sourcer l'intervenant parce que voilà, si vous avez un gars qui vous a vendu du dentifrice pendant 3 mois, ensuite vous allez lui demander d'aller faire vendre de l'alcool, c'est un peu compliqué. Et puis en plus de ça, ça coûte horriblement cher. Donc il faut vraiment être sûr de son coup, quoi. Faut pas partir bille en tête sur la force de vente supplétive. Ça peut s'utiliser pour des actions ponctuelles, voilà, pour un lancement. Voilà, exactement. Ça doit s'utiliser, à mon avis, avec parcimonie et sur des actions très ponctuelles. Il faut vraiment bien verrouiller le tenant, les aboutissants. Enfin, je veux dire, on part pas bien en tête comme ça avec une force de vente supplétive. Oui, et ça demande quelqu'un en interne. Il y a des gens très sérieux, hein, mais oui, et puis qui pilote bien la chose et qui suit bien. Ça, et ça nécessite. C'est pas parce qu'on a un service extérieur que ça se passe tout seul, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu le. Complètement. Il faut avoir quelqu'un dédié en interne pour bien piloter le projet, quoi. Parce que ça peut vite partir en live, comme on dit. Oui, c'est clair. Alors. J'ai envie de dire juste en fait des solutions dépendent de votre action exige que vous empoignez le pas sur l'antenne. Voilà. Problème d'antenne. Voilà, un problème d'antenne. Si votre plan d'action exige que vous fassiez de la visite ou vous ayez testé un marché, bon, il y aura certaines actions qui seront en fonction de ça. Il y aura des campagnes commerciales. Bon. Là, je vois dans les slides VRP multicarte, c'est quelque chose qui existe encore et qu'on utilise dans certains cas. Moi, je fais encore une fois le béotien. Hein. Oui, ça existe bien évidemment. Alors j'ai envie de dire que sans rentrer dans vraiment dans les aspects juridiques de la chose, le statut est différent puisque pour l'un on est salarié, pour l'autre on est soumis au droit d'un contrat et l'autre au droit du travail. Sinon la finalité reste la même, on est payé la plupart du temps à la marge quand même. Et donc il faut savoir, comme vous disiez justement, que peut-être qu'avant il a vendu du dentifrice, mais lorsqu'il va vendre vos produits, peut-être qu'il va présenter aussi les produits concurrents, même si on est censé présenter des produits partenaires. Voilà, c'est l'agent commercial. C'est le risque où il faut bien cadrer, quoi. Voilà, il y a vraiment une politique de motivation à obtenir derrière. Oui, je dirais que alors le gros avantage du VRP évidemment, c'est que il vous coûte ce qu'il vend entre guillemets, quoi. C'est-à-dire il rapporte du chiffre et donc il est payé au chiffre. Le gros inconvénient du VRP, c'est quand vous êtes en construction de marque, je dirais que là pour le coup, il montre ses faiblesses. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps, il a beaucoup de boulot à faire, beaucoup de clients à voir. Donc là pour le coup, si vous avez un discours marketing à faire passer, le VRP n'est pas forcément la bonne personne. D'où les forces de vente intégrées. Bon, alors là, c'est dans le tableau de bord, etc. On va passer parce qu'on arrive très vite. Alors, ces fameux baromètres, alors là, on est dans la performance commerciale, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des indicateurs simples, si je résume, bien compris par tout le monde et facile à mettre à jour. Voilà, en gardant bien à l'esprit que ces indicateurs sont un réel outil de management, qui est souvent le problème en fait de fédérer les équipes. Donc d'où l'intérêt de ne pas en avoir trop non qui serait superflu, et de tenir en fait votre équipe et vos acteurs commerciaux, sachant que le matin on se lève par rapport à nos propres motivations et jamais celles du patron. Donc voilà, il faut absolument en tenir compte si vous voulez un management efficace de vos équipes. D'accord. Peut-être avez-vous des questions, parce que là on est un peu général.
Tout le monde dort, c'est la dernière, tout le monde dort. Alors, qui utilise des forces de vente externalisées dans la salle? Personne. Tout le monde a des forces de vente internes ou vous venez là pour... Ouais. Alors, pas de questions, rien. Tout va bien. Alors, je continue parce qu'on arrive bientôt à la fin. Tout le monde a mis en place des indicateurs est satisfait de ces indicateurs. Ils me diront rien, hein. Moi, je viens un peu à Chalon-sur-Saône. Hein. Alors là, franchement, rayez-moi. Non, c'est une blague. Après, on parle d'outils collaboratifs dans les équipes. C'est important de partager l'info et de... entre commerciaux, genre je sais pas, je suis allé voir un client, je fais remonter mes infos et ça peut servir à mes collègues. C'est quelque chose qui se fait facilement parce qu'on voit bien à quoi ça sert. Mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Facile, on a la chance d'avoir énormément d'outils aujourd'hui. Donc, surtout qu'on a tout un tas de partenaires aujourd'hui. Oui, bien sûr, qui font des solutions collaboratives autour du CRM, oui. Qui sont là pour ça. C'est un outil indispensable, je pense, aujourd'hui, surtout si on a des commerciaux qui peuvent être amenés à travailler sur de mêmes secteurs. Donc, déjà, ne serait-ce que pour éviter des doublons. Et au niveau du pilotage aussi pour le chef d'entreprise ou le directeur commercial, de pouvoir suivre les fameux indicateurs qu'il aurait mis en place. L'autre intérêt que l'on peut voir également, c'est on voit souvent le chef d'entreprise qui va distribuer ses tableaux de bord et dire bon bah tiens, toi ce mois-ci tu me remplis combien tu as fait de visites, combien tu as passé d'appels, et une fois sur deux on peut constater que c'est fait. Donc grâce à des outils comme la CRM, on peut avoir justement au même titre qu'on a réalisé nos actions, passé nos coups de téléphone, avoir ces indicateurs qui se mettent en place tout seul quelque part, quoi. Écoutez, oui, je rebondis là sur votre première question. Bien effectivement, il faut que tout le monde, il faut une vraie transversalité d'information. Je pense que c'est important d'avoir des réunions, bon ça je vous apprends rien, récurrentes où tout le monde puisse échanger. Non, moi ce qui me semble important aussi, c'est que surtout si vous avez si vous avez un service export, mais moi je sais que je fais toujours participer aux réunions les personnes de l'export, les personnes à grande distribution et puis les personnes de on-trade. Parce que voilà, les gens qui vont à l'extérieur nous apportent pas mal d'idées, nous apportent des bonnes idées justement en termes de prospection, comment aller chercher des clients de façon différemment. Moi voilà, je pense que c'est important aussi avec les services. Je sais pas, on me fait des bêtises là-bas dans la régie, c'est pour ça. C'est fini? C'est fini, mais on va conclure, vous inquiétez pas. Alors, allez, petite tendance pour ouvrir. Je me dis c'est fini, mais ça évolue comment? Multicanal aujourd'hui, il y a Internet un peu partout, on se rapproche du client et on continue alors. Et on continue, la question suivante c'était les nouvelles technologies, oui. Parce qu'on est un peu l'ordre du jour. Donc effectivement c'est une belle évolution. L'erreur ce serait de se jeter à 100% dans ces technos. L'idée c'est toujours la même, comme on l'évoquait depuis tout à l'heure, c'est notre client qui va nous dicter en fait son canal de communication et choisir on peut cette approche. Alors le futur pour la prospection, pour moi, ça se résume en deux mots-clés. Un, c'est apprendre l'anglais, c'est-à-dire être archi-bilingue parce que clairement, les marchés maintenant, ils sont à l'export. Donc anglais, anglais et anglais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est Internet. Voilà, très clairement, c'est à mon avis les deux axes aujourd'hui pour faire une prospection réussie. Eh ben, très bien, là je crois que la conclusion, vous avez une conclusion supplémentaire. Si je puis me permettre pour les Parisiennes, j'espère vous voir bientôt donc au VIP et à l'Arc pour boire du Kir Royal. Écoutez, là les Parisiennes. Bon, on vous remercie. Moi je vous remercie. Là on va vite, mais c'est vrai que la journée était très dense. Si vous avez des questions, Laurent et Thierry sont là pour répondre personnellement à vos questions et à vos problématiques. Merci beaucoup à tous. Alors restez encore quelques minutes puisqu'on va pouvoir goûter le fameux Kir de Leger la Goutte. C'est quand même bien, avec modération évidemment, sauf si vous êtes covoituré, dans ce cas-là vous pouvez y aller. Et puis sinon je crois qu'il y a un gâteau d'anniversaire qui va arriver puisqu'on a les 5 ans à fêter pas très loin d'une entreprise. Voilà, merci beaucoup et puis messieurs, merci. Merci à vous.